Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. La Côte d'Ivoire, candidate au département des affaires sociales de la Commission de l'Union africaine pour le poste de commissaire en charge de la santé et des affaires humanitaires du développement social de l'UA. Une candidature portée par Justin Nguessan Kofi, docteur, médecin de formation. Il totalise plus de 20 années d'expérience professionnelle en tant que coordonnateur de plusieurs projets de santé, tant sur le plan national que sur le plan international. Et puis, supposée hausse du prix du pain. Face à la rumeur qui persiste, le ministère du Commerce fait le constat sur le terrain et rassure à nouveau. Le prix du pain, la baguette de type 55 pesant entre 193 et 228 grammes n'a pas augmenté. Seuls les pains de fantaisie, les brioches et autres produits utilisant les mêmes intrants sont soumis au niveau prix. Et puis, accident d'un Boeing en Indonésie. Des débris retrouvés. Les recherches se poursuivent au large de Jakarta après le crash survenu hier samedi. L'avion transportait à son bord 62 passagers. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités. Les 2 boîtes noires du Boeing ont été repérées. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. De façon générale, une aire marine protégée, en abrégé une AMP, est un espace recouvert temporairement ou en permanence d'eau salée, ainsi que toute la colonne d'eau, sa flore, sa faune et sa ressource historique et culturelle, mis en réserve par une loi ou d'autres moyens efficaces pour lui accorder une protection totale ou partielle. Les activités récréatives et commerciales y sont permises tout en limitant leurs pratiques dans certaines zones afin de conserver la biodiversité du milieu marin pour les générations actuelles et futures. Selon l'Union intercontinentale pour la conservation de la nature, une AMP est définie comme tout espace interfradial de balancement des marées ainsi que ses eaux sous-jacentes, sa flore, sa faune et sa ressource historique et culturelle que la loi ou d'autres moyens efficaces sont mis en réserve pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi délimité. Une définition avec un vocabulaire technique, mesdames et messieurs. Ce qu'il faut retenir de ces deux définitions, c'est qu'il est question de la prise d'une loi pour la protection d'une aire marine. Et le 21 décembre, la Côte d'Ivoire a annoncé la création de sa première aire marine protégée à Grand-Bérébi. Pourquoi la prise d'une telle décision? Quels avantages pour la Côte d'Ivoire et pour les populations directement impactées par cette décision? Des questions autour desquelles nous échangerons avec le coordonnateur régional de l'ONU en environnement pour les océans, Abou Bamba, monsieur le coordonnateur régional de l'ONU. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est de me recevoir. Vous êtes ivoirien, économiste, je le rappelle. C'est bien ça. Et c'est avec vous que nous allons échanger à l'instant. Et avant de poursuivre cet échange, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le cours normal de cette édition. Nous le disions à l'instant, la Côte d'Ivoire, candidate au département des affaires sociales de la Commission de l'Union africaine. Une candidature portée par Justin Nguessan Kofi, docteur, médecin de formation. Il totalise plus de 20 années d'expérience professionnelle en tant que coordonnateur de plusieurs projets de santé, tant sur le plan national que sur le plan international. La Côte d'Ivoire a bien voulu porter son choix sur sa personne pour le poste de commissaire en charge de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine. Sa candidature a été présentée à la presse nationale et internationale devant plusieurs ambassadeurs dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Nous Sangaré, Franck Quadio. La Côte d'Ivoire, candidate à l'élection du poste de commissaire chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine. Et c'est le docteur Justin Kofi Nguessan qui a été choisi pour porter les couleurs ivoiriennes à cette élection. Aussitôt présenté, le candidat ivoirien n'a pas manqué de dévoiler sa vision pour le rayonnement de l'institution au plan humanitaire, sanitaire et social. Ce que nous voulons, c'est redonner au continent son indépendance pharmaceutique. Nous voulons également faire en sorte que la mortalité maternelle baisse sur le continent, que les violences basées sur le genre diminuent sur le continent. Nous voulons mettre en place un vaste programme d'autonomisation des femmes et des filles pour le continent. Pour l'atteinte de cet objectif, Justin Kofi peut compter sur le soutien du chef de l'État qui entend à travers cette candidature faire la promotion des compétences de cadres ivoiriens au sein des institutions internationales. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de motivation que la Côte d'Ivoire a présenté et soutient cette candidature. Au demeurant, celle-ci s'est dégagée après une présélection qui a vu le docteur Kofi Justin se placer premier. C'est donc une vraie valeur que la Côte d'Ivoire soutient au niveau africain. Elles étaient là à la présentation de la candidature ivoirienne
des chancelleries n'ont pas manqué de marquer leur satisfaction. Selon ma modeste personne, je pense que le candidat, il a le profil de prendre ces postes. Parce qu'avec l'expérience qu'il a au niveau de l'Afrique. Les élections pour le poste de commissaire chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social sont prévues au prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 3 au 7 février 2021 à Addis Abeba, en Éthiopie. Et quittons les locaux du ministère des Affaires étrangères pour nous inviter à ce cours inaugural dispensé par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. À thème abordé, le leadership, première leçon d'une longue série qui suivra certainement à l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, qui accueille ainsi son premier cours. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin instruit les jeunes présents sur les notions de leadership. Une rencontre d'échange, initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à Boussanogo. De prévoyance sociale au plateau. Salle comble pour ce premier cours inaugural de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Le leadership au centre des échanges entre l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et les jeunes étudiants, jeunes cadres, jeunes militants de partis politiques et jeunes des organisations de la société civile. Jean-Pierre Raffarin les a instruits sur les notions de leadership et de responsabilité politique. Moment de partage d'expériences très enrichissant. Je retiens que le leader, c'est celui-là qui doit être au service du peuple. Le leader, c'est celui-là qui doit être au service de sa communauté afin de développer des idées, afin d'amener tout le monde à être autour de lui. Et cette formation a un tant soit peu changé mes idées parce que je l'ai trouvée très importante et j'ai eu des réponses à certaines questions liées à certaines difficultés que j'ai toujours rencontrées dans la gestion de tous les jours. Moi, à mon niveau, j'ai beaucoup appris. Je vis également les tares qu'il fallait combler, les qualités qu'il fallait avoir pour être un bon leader. Les participants à ce cours inaugural dispensé par l'ancien Premier ministre français qui avait à ses côtés le ministre de la Promotion des Jeunes et de l'Emploi jeune Mamadou Touré et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Dogo Belmonde, ont été édifiés sur les caractéristiques d'un bon leader, les atouts du leader et les dérives du leader. Vous avez entendu, un leader, c'est aussi celui qui sait se transcender et qui sait donc entraîner de façon positive donc, les autres et impacter sa société. Et le maître mot, c'est de faire en sorte que la violence soit bannie du débat politique. Et donc l'Institut va continuer à travailler, de mobiliser 2 experts. Et l'idée vraiment, c'est d'apporter notre petite pierre donc, au renforcement des capacités de ces jeunes. La violence n'est pas une solution politique. Et donc je suis très heureux que cet Institut de la formation politique puisse développer la culture du débat, la culture du respect, la culture de la démocratie, de la politique réfléchi. Et c'est, je crois, ce qui est le plus important. Que le président Ouattara ait supporté cette initiative est très important. On sait que c'est un homme de devoir. On sait qu'il est attaché au développement du pays. Le développement du pays a besoin de la paix civile, a besoin du respect des uns et des autres. Je souhaite vraiment que l'ennemi numéro 1 soit la violence et que le débat soit l'ami de tous. Notons que l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly est une initiative de ses anciens compagnons qui vise à pérenniser sa vision, sa philosophie et ses œuvres. Deuxième titre de ce journal, le prix du pain a-t-il oui ou non augmenté? Va-t-il augmenter depuis mi-décembre? La rumeur portant augmentation du prix du pain enfle sur les réseaux sociaux. De 150 francs, il passerait à 350 francs CFA malgré le démenti produit par le ministère du Commerce. La rumeur demeure et même la presse fait mention d'établissements qui ne respecteraient pas le tarif homologué. Le ministère du Commerce était donc sur le terrain pour un constat qui permet à la délégation du ministère de rassurer à nouveau. Le prix du pain, la baguette de type 55 pesant entre 193 et 228 grammes n'a pas augmenté. Seuls les pains de fantaisie, les brioches et autres produits utilisant les mêmes intrants sont soumis au niveau prix à l'appréciation des patrons boulangers. Un constat terrain avec Franck Quadio. Marcory, zone 4. Un espace à boulangerie-croissanterie. L'équipe du ministère du Commerce est en visite de contrôle sur les réseaux sociaux et même quelques publications, l'information selon laquelle, ici, on ne respecterait pas le prix de la baguette de pain homologuée fixée à 150 francs CFA circule. Notre maison a ouvert depuis le 14 janvier 2018 et nous avons toujours ce pain fantaisie. Peu importe l'augmentation du prix de la farine, peu importe les augmentations connues des matières premières, on a toujours vendu ce pain fantaisie parce que ce n'est pas une baguette réellement à un montant de 300 francs.
Donc aujourd'hui, on voit quelques allégations sur les réseaux sociaux, donc on tenait vraiment à éclaircir certains points. Et effectivement, on peut voir le prix affiché de cette baguette, 300 francs CFA. Mais la différence est que ce type de pain n'entre pas dans les canaux homologués à 150 francs CFA. C'est un pain qui est différent au niveau du poids. On est sur un pain qui fait quand même 290 grammes. On y rajoute quelques ingrédients dont nous seuls avons le secret. Visite de l'arrière-boutique pour vérifier la qualité des installations, le four entre autres, puis retour au comptoir pour évaluer la teneur et la consistance du pain. Verdict, le gérant est dans son bon droit. L'information qui circulait sur les réseaux sociaux est fausse. Je voudrais donc appeler les uns et les autres à plus de responsabilité en évitant de publier, de relayer de fausses informations. Je voudrais donc rappeler à toute fin utile que la baguette de pain en Côte d'Ivoire est régie par une norme. Et le poids de la baguette est compris, disons, entre 193 grammes et 228 grammes. Le pain que nous avons pu observer ici a un poids de 286 grammes. Donc il est supérieur à la norme réglementaire. 193 à 228 grammes, le pain de farine boulangère de type 55, le pain homologué à 150 francs CFA que l'on trouve sur nos marchés et boulangeries. Cap donc sur d'autres lieux de vente, escale à Koumassi. Constat similaire. La baguette est de 193 à 228 grammes qui se vend à 150. Voilà. Au-delà de ça, souvent on fait les gros pains, les pains bâtards. Bon, il y a d'autres qui viennent demander, mais ils savent que c'est toujours 150. Ils viennent demander juste si ça va augmenter ou pas. Et vous leur dites quoi? Que le prix est toujours à 150, la baguette. Contrôle du prix de vente, mais aussi de l'affichage, c'est l'occasion d'appeler à la responsabilité des citoyens. Le ministère dit être à la tâche et rassure. Comment le pain, le pain baguette, il est à 150 francs CFA. Et depuis ce matin, nous avons fait le tour de toutes les boulangeries. Nous pouvons vous assurer que ce prix-là, il est respecté. Bien entendu, il peut y avoir des problèmes dans le secteur de la boulangerie. Et M. le ministre Limane Diarrassouba a convoqué une concertation nationale à cet effet et nous y travaillons. Discussion entre acteurs et tutelles, certes, mais une chose de certaine pour l'heure, le prix du pain est à 150 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. Et en cas de non-respect des prix fixés ou de défaut d'affichage, le contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la loi qui sont, entre autres, une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA et une possibilité de fermeture de l'établissement incriminé. Voir le prix du pain augmenter, une inquiétude qui se comprend. Une autre inquiétude, elle est manifestée depuis plusieurs mois face à cette maladie, la Covid-19, qui a impacté les habitudes et qui continue malheureusement de sévir dans notre pays. Et à la date du 9 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 228 nouveaux cas de Covid-19 sur 2863 échantillons prélevés, soit 8% de cas positifs, 86 guéris et 0 décès. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à la date du 9 janvier 2021, donc la Côte d'Ivoire compte 23 482 cas confirmés, dont 22 411 personnes guéries, 139 décès et 932 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 277 151. Face à cette résurgence des cas, la Côte d'Ivoire intensifie le dispositif de contrôle sanitaire à ses frontières. Une rencontre a eu lieu ce jeudi, le jeudi de cette semaine, entre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et celui des Transports. À la suite de ces échanges, ils se sont accordés sur certains points qui permettront de conserver les acquis obtenus durant la période de crise sanitaire. Au nombre de ces acquis, de ces points, on note entre autres le renforcement du contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation Covid négative pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Les détails avec Salima Toudia. Covid-19, le nombre de cas positifs est en hausse ces dernières semaines. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les rencontres afin de venir à bout de la pandémie. Le plan de riposte est revu, le dispositif de contrôle sanitaire sera renforcé aux frontières. Voilà ce qui ressort de sa réunion avec le ministre des Transports. Il s'agit également de mettre en place un dispositif de contrôle sanitaire aux deux autres entrées de l'aérogare Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit des entrées et sorties pour les vols privés
et également la sortie du côté de Djeddah. Concernant les passagers à l'arrivée, il faut exiger la prise en charge par les compagnies aériennes des passagers ayant des attestations Covid non conformes. Une sensibilisation devrait donc être faite pour les vols domestiques en vue d'instaurer le même contrôle sanitaire que pour les vols internationaux. Pour les transports en commun, la sensibilisation sur le respect des mesures barrières doit être reprise et intensive. Au sujet des transports terrestres, il s'agira de renforcer le contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation de Covid négatif pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Les mesures prises pour les transports maritimes dans le cadre de la lutte restent en vigueur. Mesures pour renforcer l'action de lutte contre la propagation du virus, priorité du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et parlons justement de priorité. La section a été coupée du Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques, le COSIM, inscrit au nombre de ses priorités pour l'année 2021, la lutte contre le déficit en produits sanguins en Côte d'Ivoire, ainsi pour aider le Centre national de transfusion sanguine à faire face à la pénurie de poches de sang par la crise due à la crise sanitaire de Covid-19. La section a été coupée du COSIM vient d'initier un don de sang. Les fidèles musulmans de cette commune ont répondu à cet appel le week-end dernier. Walter Amadou Ouattara. Le groupe scolaire Dialoukou d'Atekoubé abrite ce don de sang. L'initiative est pilotée par la section COSIM de cette commune. Collecter environ 300 poches de sang est l'objectif que s'est fixé l'imam Mouri Doumbia, secrétaire aux affaires sociales, section Atekoubé du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Depuis la pandémie est arrivée, il y a eu manque de sang. Donc le COSIM n'est pas resté derrière. Le président Cheikh Aïma Mamadou Traoré a décidé qu'on n'a qu'à organiser les dons de sang dans toutes les communes pour aider la population. En tant qu'un musulman, en tant qu'un être humain, il est important de sauver la vie des autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de sang. Tu ne dois pas rester en marche, tu dois donner ton sang. Tant que tu as la santé, tu dois donner ton sang pour sauver la vie de ton frère. Pour les participants à cette activité de portée sociale, donner un peu de sang est une action qui contribue à sauver des vies. Parce que le don de sang, c'est très bon. Il y a mon dernier que quelqu'un d'autre a sauvé un jour. Il avait problème de sang. On est allé au CHU, là, c'est sang, ils ont pris pour sauver mon enfant. Donc moi aussi, j'ai décidé aujourd'hui de venir sauver une vie. Selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine, la maladie à coronavirus a fortement impacté le don de sang en Côte d'Ivoire. Le pays est passé de 3600 à 260 prélèvements par semaine. Une situation qui peut s'améliorer avec le concours de toutes les communautés. Et c'est une tradition. Chaque année, des prières, des actions écuméniques sont organisées en faveur de l'école ivoirienne et ce, à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette année, la commune de Koumassi a été visitée par la délégation dépêchée par la ministre Kandia Camara. Prières et bénédictions de pasteurs, de prêtres et d'imams ont été dites à profusion pour une école ivoirienne paisible et sans remous à l'entame de l'année 2021. Franck Quadio. Un début d'année placé sous le sceau de la spiritualité. Prier pour l'école ivoirienne, l'activité coutumière, cette initiative du ministère de l'Éducation nationale vise à mettre parents, élèves et enseignants dans un même creuset afin d'unir leurs voix pour une école pacifiée. Pour cette année, Koumassi est choisi. Nous sommes à la grande mosquée de la commune. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre l'engagement, pour parler de paix dans nos classes, dans nos écoles, pour ne pas qu'il y ait de violence. Ce sont les élèves qui font près du quart de la population de la Côte d'Ivoire et que la paix règne dans leurs choses. Que les enfants continuent à travailler, qu'ils sortent de leur école, parce que l'école évidemment n'est qu'un passage, et qu'ils entrent évidemment dans la vie active. Il arrive des moments où les élèves évidemment sont très bruyants, très actifs, que cette activité cesse un peu. Bénédiction et prière dans une attitude de piété, mais surtout respect des mesures barrières, le même élan à la paroisse Saint-Étienne de la même commune. Ça me fait plaisir de venir prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse se manifester dans les écoles. Cette religion-là enseigne la paix, enseigne l'amour, enseigne la miséricorde. Le faisant, lorsque vraiment ils arrivent à prendre soin de cela, ça les aide vraiment à vivre une relation autre avec les autres.
Prière et intention pour l'école ivoirienne afin de la débarrasser de tous ces maux. Mais l'ambition se situe même au-delà. Au-delà de la prière, il y a une éducation que l'on trouve dans les mosquées, dans les églises et dans les lieux de culte. Et nous voulons que tous les habitants du pays puissent communier ensemble, puissent rassembler les valeurs afin que les enfants puissent s'en inspirer et puis grandir harmonieusement et travailler dans un pays de paix. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers la direction de la vie scolaire, initie chaque année depuis 2011 cette activité de prière autour de l'école ivoirienne. Et on reste dans le volet religion de cette édition. Direction Yopougon, le deuxième samedi du mois de janvier est un jour de grand événement dans le diocèse de Yopougon. L'évêque du diocèse célèbre à l'occasion chaque année les ordinations sacerdotales. Et en ce moment, ce début d'année, ce sont 11 prêtres et 3 diacres qui viennent ainsi d'être ordonnés par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque de Yopougon, Walter Amadou Ouattara. Litanie des saints. Imposition des mains, prière d'ordination et rites complémentaires des temps forts de ces célébrations diaconales et presbytérales. Célébration tenue à l'église Saint-André dans la commune de Yopougon. Tenant compte des mesures sanitaires prises par la conférence des évêques relativement à la Covid-19, il n'y a pas eu de baiser de paix. Cependant, les 11 prêtres et 3 diacres ordonnés sous les chants de la maîtrise de Yopougon ont effectué un tour d'honneur. Au nombre des célébrés, un prêtre de nationalité colombienne. Il s'agit de Londoño Yepes Juan Esteban qui a fait son premier vœu le 8 décembre 2011 à Bogota, en Colombie. J'étais ici à la Côte d'Ivoire depuis 2019 et vraiment je suis très heureux d'être ordonné diacre et prêtre aussi à la Côte d'Ivoire. Nous devons être toujours disponibles pour le peuple de Dieu. Nous travaillons par exemple pour les enfants de la rue. Donc notre travail c'est d'accueillir, d'être les bons pasteurs, d'être toujours attentifs. Et c'est la paix que toujours nous devons donner aux autres. Aujourd'hui, prêtres et diacres, ces nouveaux ordonnés, s'engagent à servir davantage Dieu et la communauté chrétienne. C'est un nouveau départ puisque nous sommes toujours appelés à être au service du Seigneur, à être dans le champ du Seigneur. Et être dans le champ du Seigneur, c'est s'offrir pour le peuple de Dieu, c'est participer toujours à l'œuvre du Seigneur et être une offrande à la gloire du Seigneur, afin que le règne de Dieu puisse réellement s'accomplir sur la terre. Le Seigneur qui m'a appelé, qui fait de moi diacre de l'Église catholique, c'est une grande joie, une joie qui marque le service auquel je suis appelé. Je demande la prière de tout un chacun pour que je sois ce serviteur humble qui se met à la disposition de ses frères. Jean-Salomon Lesoutier, évêque de Yopougon, célébrant du jour, a prodigué des conseils. Ces conseils, ne rien demander à personne, ne pas juger les autres et faire leur prière de bréviaire. On retient que Jésus a ordonné des prêtres de son vivant et il a dit « Faites ceci en mémoire de moi » et nous continuons d'ordonner des prêtres comme Jésus nous a demandé de le faire. Une messe d'action de grâce marquée par des prières, des offrandes et des louanges à la gloire de Dieu ont ponctué ces ordinations de diacres et de prêtres à l'église Saint-André de Yopougon. Et un acte de solidarité vient d'être témoigné. Les responsables de l'église évangélique de Réveil International se sont rendus dans la ville de Mbato pour faire des dons de vivres et de non-vivres aux populations après les événements malheureux qui ont eu lieu après l'élection présidentielle. Les populations, tout en traduisant leur gratitude à leurs bienfaiteurs, ont pris l'engagement d'œuvrer à ramener la cohésion en leur sein afin que la paix soit une réalité dans cette cité. La remise des dons a eu lieu le week-end dernier. Reportage Herman Yamia. Après les événements malheureux qui ont endeuillé plusieurs familles à Mbato, l'église évangélique du Réveil International apporte sa compassion aux populations. Ce sont les bras chargés de dons que les responsables de l'église sont arrivés dans cette cité. D'une valeur de près de 15 millions de francs CFA, ce don est composé de 10 tonnes de riz, 613 litres d'huile, 34 sacs de vêtements, 200 cahiers, 80 matelas, 100 nattes, des lots de médicaments et plusieurs autres articles. Chaque fois qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, des épreuves, où que ce soit, l'Église a la responsabilité prophétique
d'aller aider les populations. Donc ce qui nous motive, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Recevant les dons, les représentants des différentes communautés vivant à Ambato, après avoir traduit leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs, se sont engagés à œuvrer au retour de la cohésion et de la paix dans leur cité. Au nom de Nana Bedakadio II, nous disons merci à tous les donateurs, que ce n'est pas donné à tout le monde de passer à certaines personnes qui sont dans la détresse. Chez nous les Malinqués, c'est la paix définitive que nous demandons. Nous demandons pardon pour que vraiment nos frères, nos tuteurs qui ont accepté nos papas en bateau ici, vraiment puissent nous accepter. Nous les tendons la main pour que vraiment la paix soit définitive en bateau. Ces événements malheureux survenus pendant la crise post-électorale ont fait officiellement 7 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Direction le village de Landiougou dans la sous-préfecture de Kasséré qui était resté sans chef depuis 12 ans. Il a désormais un nouveau chef. Son nom, Ouattara Seydou. Il a été installé par le préfet de région Bombadji Georges en présence de plusieurs chefs de village du canton Pongala, Issa Tchonanyeo. Cela faisait 12 ans que le village de Landiougou, canton Pongala, situé dans la sous-préfecture de Kasséré, région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire, n'avait plus de chef. Ce, après le décès de Ouattara Kazana. Aujourd'hui, ce n'est qu'un vieux souvenir. Le nouveau chef, Ouattara Seydou, vient d'être intronisé par le préfet de région, Bombadji Georges. Une cérémonie qui met fin à une décennie de palabres et d'incompréhension. Occasion pour le préfet de région d'exhorter tous les fils et cadres pour la paix et la concorde. Merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui a créé les conditions pour que l'entente et la cohésion puissent régner dans notre village d'Andiougou. On ne fait pas la paix en un seul moment. On a du temps pour en colmater les choses, pour raboter ce qui peut l'être, afin de parvenir à l'entente totale. Ce que nous recherchons, c'est l'union, c'est l'entente. Personne ne viendra faire le développement de Landiougou sans les populations de Landiougou. Cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de Landiougou permet aux jeunes de ce village de faire des doléances aux autorités et cadres de la région. Tous les cadres ensemble s'unissent pour que nous puissions travailler avec le nouveau chef qui vient d'être installé. C'est l'appel véritable que je tiens à lancer à tout le monde. La ministre de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, était la marraine de la cérémonie. Son représentant a saisi l'opportunité pour appeler les fils et filles du village à la paix et à la cohésion. Un éléphant qui s'invite dans un village et qui détruit tout ce qu'il rencontre sur son passage, ce n'est pas une histoire, encore moins un conte d'un soir. C'est la réalité vécue par les populations de Timbégélé, village de la sous-préfecture de Dabakala. L'animal a déjà détruit les cultures, les maisons et menace la population qui, elle, souhaite que l'indiscipliné pachyderme quitte leur village au plus vite. Kwadio Kwame. Situé à 60 km de son chef-lieu de sous-préfecture d'Abakala, Timbégélé, village de plus de 1000 âmes, enregistre depuis le 17 décembre dernier un étrange visiteur, un éléphant qui passe ses nuits dans le village, toute chose qui crée la psychose au sein de la population rurale. Les dégâts ont débuté par ce qui tient d'habitation à la petite communauté Peul qui mène ses activités à l'orée du village. On a beaucoup peur. Un soir, on a découvert un éléphant dans notre campement. Et il a commencé à détruire nos petites cases. Bon, pour cela, on s'est déplacé. On a rejoint les gars du village. Une présence qui a fortement modifié les habitudes des habitants de Timbégélé. Actuellement, on n'arrive même pas à dormir. À partir de 17h seulement, tu t'amuses à te promener seulement, il va faire des dégâts. L'essentiel, le plus difficile même, si sans l'odeur de manger dans ta maison seulement, tu es foutu. On ne peut même pas aller au champ. Depuis le 17 décembre jusqu'à présent, on perd le riz à manger. On a peur d'éléphant. S'il te trouve avec la moto, il gâte la moto. Il gâte les cultures, l'igname, bananieux,
riz, tout. Vraiment, ça nous trouble. Chercher une solution pour venir prendre, pour qu'on puisse être à l'aise au moins. Remettre le pachyderme en un endroit approprié pour la sécurité des populations est tout le souhait exprimé par tous les habitants de Tembéguélé. Pour l'heure, le tout Tembéguélé vit la peur au ventre. Et dans l'actualité internationale, direction la Centrafrique, le pays est toujours dans l'attente de la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de l'élection présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020. Sur le terrain, la situation sécuritaire est encore précaire. Hier samedi, une nouvelle attaque a été menée contre la ville de Bouar. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines. Et puis toujours dans l'actualité internationale, la recherche se poursuit en Indonésie au large de Jakarta après le crash survenu hier samedi d'un Boeing qui transportait à son bord 62 passagers. Des morceaux de débris ont été retrouvés au large de la capitale indonésienne Jakarta. L'avion de la compagnie indonésienne Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo a perdu le contact avec les contrôleurs aériens hier samedi à 7h40 heure GMT. Et quelques minutes après le décollage, aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités. Les 2 boîtes noires du Boeing 737-700 à 500 ont été reparées. Et nous retrouvons à présent notre invité de ce jour, le secrétaire exécutif de l'ONU Environnement, Monsieur Abou Bamba. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous le disions à l'instant avec vous, nous allons parler de la création de la première aire marine protégée de Côte d'Ivoire, les aires marines protégées en Côte d'Ivoire. Et puis nous allons également aborder des questions périphériques. Mais avant, suivons cet élément de Kolo Koulibaly qui revient sur le lancement officiel de l'aire marine protégée de Grand-Bérébi. C'était le 21 décembre 2020 à Grand-Bérébi. La création des aires marines protégées est un projet qui voit le jour grâce à un appui du gouvernement suédois et du système des Nations Unies. C'est une réponse à la diminution des stocks halieutiques, la dégradation des écosystèmes marins et côtiers. Les communautés locales doivent être impliquées dans cette initiative, elles doivent être consultées et se sentir concernées pour qu'en définitive, elles y adhèrent et elles puissent au final bénéficier des retombées, que ce soit en termes d'emploi, de ressources ou d'opportunités. L'inclusion des femmes est absolument nécessaire. Le gouvernement de Suède, nous pratiquons une politique extérieure féministe et sans les femmes, rien ne va passer. Dans cette ville balnéaire du sud-ouest ivoirien, Grand-Bérébi, au-delà donc de la protection de la faune et de la flore, c'est un projet intégré bénéfique aux populations. Non seulement cette installation nous permet de préserver la biodiversité, mais aussi à terme générer beaucoup d'activités génératrices de revenus pour les populations. Nous allons donc avoir un certain nombre d'infrastructures, des hôtels, des restaurants pour les pêcheurs, pour les artisans, pour les touristes. L'écotourisme va être vraiment amplifié. Et puis l'autre, c'est qu'il y aura la construction, l'ouverture et la réfection des voies de communication qui permettront de désenclaver les localités de la région de Grand-Bérébi. Ce premier site du réseau des aires marines protégées d'une superficie de 23 480 hectares peut compter avec le soutien du ministère des Affaires maritimes qui entend jouer toute sa partition. Nous avons fait prendre en conseil des ministres des décrets protégeant dans le cadre du sauvetage en mer et dans le cadre du code ISPS. Tout ça pour être efficace. La destruction de la flore, de la faune, la destruction du milieu marin, eh bien, on peut totalement juguler cela. Après Grand-Bérébi, 4 autres aires marines protégées vont voir le jour. Il s'agit des sites transfrontaliers de l'embouchure du fleuve Cavali à Tabou, des îles Éotilées, de la forêt classée de Dacioko et le parc national d'Azani. Alors, monsieur le coordonnateur régional ONU Environnement et secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan sur les océans, je tenais vraiment à le préciser. Comme on vient de le voir dans ce reportage de Kolo Koulibaly, le gouvernement a, semble-t-il, posé un acte historique le 21 décembre dernier avec la création d'une aire marine protégée dans le pays. Vous confirmez le caractère historique de cet acte ? Tout à fait, nous confirmons le caractère historique de cet acte. Dans la mesure où c'est la première fois depuis l'existence de la Côte d'Ivoire qu'un gouvernement, que la Côte d'Ivoire se dote d'un tel outil de gestion des écosystèmes marins et côtiers.
C'est la première fois aussi qu'un gouvernement dans ce pays-là aussi pose un tel acte pour la conservation de notre environnement. Ceci étant dit, c'est juste le début d'un processus. C'est vrai que ça a tardé, ça a pris un peu de temps. La Côte d'Ivoire s'était engagée au niveau international, notamment dans le cadre de la signature de conventions sur l'environnement, notamment celle sur la conservation de la biodiversité, à désigner 10% de son territoire maritime en aire marine protégée. D'accord. Nous n'y étions pas. Et là, maintenant, le 21 décembre dernier, cet acte historique-là a été posé pour ces différentes raisons. Ah d'accord. Alors, quels sont les avantages de la création de cette aire marine protégée pour la Côte d'Ivoire? Il y a différents avantages. On va parler peut-être des premiers avantages au niveau de l'environnement. Et le paradigme sur l'environnement a changé. On ne peut pas dissocier les avantages environnementaux des avantages socio-économiques. Concernant les avantages environnementaux, la base de notre développement économique ici en Côte d'Ivoire, c'est la gestion rationnelle et durable des écosystèmes et des ressources qui les constituent. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, nous nous trouvons à Bérébi, dans une région où il y a pratiquement tout. Écosystème marin côtier, écosystème montagneux, écosystème forestier, écosystème terrestre. Donc, premier avantage, c'est de poser les bases d'une gestion rationnelle de toutes ces ressources afin qu'elles continuent de fournir aux habitants de Côte d'Ivoire et de Grand-Bérébi en particulier tous les services et tous les bénéfices écosystémiques. Ensuite, au niveau socio-économique, tout à l'heure dans l'élément qu'on a vu, il y avait des questions relatives au tourisme. Effectivement. Le tourisme, c'est un secteur d'activité avec l'industrie pharmaceutique qui génère le plus haut chiffre d'affaires en matière de développement économique. Et Grand-Bérébi, c'est l'une des plus belles régions de la Côte d'Ivoire. Si vous comparez avec la région sud-est, à Sini, où tout le monde va, Grand-Bérébi, la région sud-ouest, en tout cas, est beaucoup plus belle en termes de plage. Donc, au niveau touristique, c'est déjà un avantage. Et comme on ne peut pas dissocier les raisons de conservation de celles de développement socio-économique, Grand-Bérébi, c'est la zone aussi où les tortues marines se reproduisent, où elles vont pondre, etc. Donc, c'est la région des tortues. C'est la région des lamantins, c'est la région des pangolins à grande queue, quoique 12% de la population encore ont reconnu qu'ils mangeaient encore des tortues et des lamantins. Mais ça fait partie de tout le processus. Donc, c'est une combinaison d'avantages socio-économiques et d'avantages écologiques qui ont milité en faveur de ce choix. Peut-être terminer sur les avantages socio-économiques pour dire que aujourd'hui, particulièrement dans une région comme Grand-Bérébi, effectivement, il y a le tourisme, mais il y a les questions de navigation aussi, de transport maritime, de croisière éventuellement qu'on pourrait organiser, mais il y a l'agriculture. Vous savez qu'une noix de coco aujourd'hui coûte à peu près 1 euro à Rungis, ça fait 655 francs. Et les vergers au niveau de Grand-Bérébi sont un peu fatigués. Donc, ce choix-là de créer une aire marine protégée là-bas encourage aussi des activités génératrices de revenus, surtout des activités qui vont impacter le développement socio-économique de la région. C'est vrai, il y a la pêche. Grand-Bérébi, c'est la plus grande zone de production halieutique de Côte d'Ivoire. Donc, tous ces éléments mis l'un dans l'autre vont permettre d'augmenter la croissance économique locale et de créer de la richesse. Et vous faites bien d'en parler parce que j'allais justement vous demander, mais pourquoi le choix de Grand-Bérébi et pas une autre ville? Vous faites bien d'en Absolument. Si vous êtes déjà à la Grand-Bérébi, si vous connaissez la région, les Kroumen et les gens qui vivent à Grand-Bérébi vont vous dire « Dieu nous a tout donné ». Ils n'ont pas totalement tort. Effectivement, c'est une région qui est particulièrement bien dotée en ressources naturelles. Population un peu moins, mais la base est là. La base pour créer de la richesse et la redistribuer est là. On parlait tout à l'heure de la mer. Il y a 2 grands cours d'eau, 80 km de longueur. Ils ont donc l'eau douce, l'eau saumâtre, l'eau salée. Ils ont des poissons, ils ont la plage, ils ont des montagnes, ils ont des forêts. Vraiment, c'est une région qui est particulièrement bien dotée. Et c'est facile, à partir de ce moment-là, de créer de la richesse si des ressources naturelles existent déjà. Et c'est le cas de Grand-Bérébi, comme beaucoup d'autres régions dans la Côte d'Ivoire. Mais nous commençons par Grand-Bérébi, qui nous offre tous ces atouts-là pour qu'en tant que socio-économistes, on puisse commencer à créer cette richesse et à la redistribuer. Et que gagnent véritablement ces populations, au-delà de tout ce que vous avez cité comme opportunité? Absolument. Ces populations gagnent, par exemple, dans le domaine du tourisme. Vous savez qu'en matière d'ornithologie, la science qui veut qu'on observe les oiseaux et tout ça, c'est un marché de 80 milliards de dollars. Et Grand-Bérébi, quand vous observez bien, c'est une zone de migration des oiseaux. Et les gens se déplacent partout dans le monde entier, viennent dépenser leur argent dans les hôtels, dans les transports, dans les restaurants, dans les marchés, justement pour voir uniquement des oiseaux. Et Grand-Bérébi offre cette opportunité-là. Et on n'a qu'à se dire la vérité, les plus belles plages de Côte d'Ivoire se trouvent à Grand-Bérébi. Il y a 2 baies en Côte d'Ivoire. Il y a Monogaga et Grand-Bérébi. Monogaga encore à l'état un peu sauvage. Grand-Bérébi est aménagé et on appelle la baie des sirènes. On n'a pas encore vu une sirène sortir, mais c'est presque ça.
Au niveau aussi de la création d'emplois et de la création d'industries, une des plus grandes entreprises de Côte d'Ivoire, la SOGB, qui s'occupe donc des VA, est basée à Grand-Bérébi. Et n'oubliez pas par le passé qu'on a eu le kilo d'EVA à 1200 francs. 1200 francs. C'est-à-dire que vous avez une tonne, vous étiez à 1 200 000, c'est beaucoup d'argent pour ces paysans. Grand-Bérébi, aujourd'hui, le pêcheur moyen gagne 300 000 francs CFA par an. Mais ça ne concerne que 20% des populations qui pratiquent la pêche, en particulier les populations Fanti. On va dire ça du Ghana. Donc le but de ce projet, c'est de faire en sorte que les Kroumènes aussi s'adonnent à la pêche maritime. Et c'est pour cela que nous allons faire décentraliser l'école de pêche de Jacquesville ou bien celle de Grand Laou, afin que les jeunes de Grand-Bérébi apprennent la pêche en mer aussi et qu'ils arrivent à un revenu de 300 000 francs CFA par mois. Même à Abidjan, c'est quand même une somme substantielle. Est-ce qu'il y a une période qui a été définie justement pour que cette école puisse, que tous ces projets-là puissent véritablement accompagner cette dynamique-là? C'est immédiatement après le 21 décembre que nous avons, avec le gouvernement, les bailleurs de fonds, notamment l'ambassade de Suède qui a financé tout ce projet-là, décidé de repartir sur le terrain et poser des actes concrets de développement afin de transformer un peu la situation sociologique de Grand-Bérébi, où de façon surprenante, les gens sont entourés de beaucoup de richesses. Et dans leur portefeuille, ça ne se ressent pas. Donc, nous allons, en posant ces actes, par exemple, d'apprentissage au niveau de la pêche, d'apprentissage au niveau de guides touristiques qui pourront expliquer aux touristes européens ou aux touristes ivoiriens où se trouvent les tortues, où se trouvent les pangolins, où se trouvent toutes sortes de faune et de flore qu'on peut observer à Grand-Bérébi, et afin de générer des ressources pour eux-mêmes et pour leur famille. D'accord. Est-ce que les populations ont été associées, on va dire, justement, dans l'ensemble de ces projets qui sont en train de se mettre sur pied? Absolument, les populations ont été associées. En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui veut que quand vous voulez classifier une partie du territoire national, vous fassiez une enquête de commodo et incommodo. Donc, c'est le lieu de remercier ici le préfet de région et le sous-préfet de Grand-Bérébi qui ont pu convoquer ces réunions où les populations sont arrivées, les différentes communautés de Mani, Bérébi, Kablaké, Pitike, tous les villages en tout cas qui concernent cette aire marine protégée ont été associés, ont donné leur avis et surtout ont donné leur assentiment à la création de cette aire marine protégée. Donc il y a un procès verbal qui a été fait, il y a une enquête de commodo et incommodo. Donc au niveau de la législation, au niveau de la loi, au niveau du processus de concertation, de consultation avec les populations, les chefs, les jeunes, les femmes, nous avons obtenu l'accord avant de procéder à cette classification-là. Et vous avez justement cité cette diversité de populations qui justement partagent les côtes avec celles de Grand-Bérébi, les Fanti. En termes de coopération régionale, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une forme de révision, je veux dire, de l'implication des uns et des autres pour justement permettre que ce projet puisse connaître un impact considérable? Tout à fait. En termes d'environnement marin, les problèmes ne connaissent pas de frontières. Le courant fait que, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a deux frontières maritimes, une avec le Libéria et une avec le Ghana. Donc, les flots marins se passent de part et d'autre des pays. La Côte d'Ivoire peut prendre des mesures, notamment protéger ses aires marines. Si le Libéria et le Ghana n'en font pas de même, ce sera peine perdue. Et c'est la même chose aussi au niveau de la pollution. Donc, dans le cadre du projet que nous avons en ce moment en Côte d'Ivoire, nous avons dégagé les mêmes moyens pour la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pas anticiper sur la suite, mais c'est pour dire qu'il est prévu. Nous avons déjà commencé à travailler avec les autorités du Ghana pour la région Assini en Côte d'Ivoire et Alpha Assini au Ghana, pour en faire une aire marine protégée aussi. Au niveau du Libéria, tout ce qui est embouchure du fleuve Cavali, donc qui est la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, pour en faire aussi une aire marine protégée afin qu'on procède de façon intégrée, de façon régionale. Et quelles sont les prochaines étapes, rapidement? Les prochaines étapes, ça va être la création donc, de ces deux aires marines protégées transfrontalières entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et puis ensuite, le gouvernement a voulu spatialiser ou distribuer de façon équitable les aires marines protégées sur ces 560 km de littoral. Donc on ira aussi à la forêt classée d'Asioko. Le parc national d'Azani va être transformé aussi en aire marine protégée. Donc on aura comme ça un total de réseau de 5 aires marines protégées en Côte d'Ivoire et ça va changer les choses. Alors merci, je rappelle que nous recevions sur ce plateau de 13h le secrétaire exécutif ONU Environnement, Abou Bamba, avec lequel, n'est-ce pas, nous avons parlé d'environnement et de l'annonce, justement, de la Côte d'Ivoire le 21 décembre dernier à Grand-Bérébi, de la création de la première aire marine protégée de Côte d'Ivoire et de l'impact de ces décisions pour les populations. On va conclure rapidement avec vous, un dernier mot, rapidement. Oui, très rapidement, c'est de dire aux Ivoiriens en général que la Côte d'Ivoire, le littoral, les 560 km de Tabou à Tiapoum, ici en Côte d'Ivoire, représentent une véritable opportunité de développement socio-économique. Lorsque nous appliquons les principes de l'économie bleue, nous arriverons
par la pêche, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, tout ce qui est tourisme durable, basé sur les côtes et les océans, tout ce qui est aussi développement agricole, mais qui ne pose que sur le littoral, c'est autant d'éléments qui vont permettre de gagner quelques points de croissance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se développe vite, la Côte d'Ivoire se développe très vite, et en rajoutant cet élément de mise en œuvre des principes de l'économie bleue, on arrivera encore à un développement beaucoup plus accéléré, à une création de richesses beaucoup plus accélérée et surtout à une distribution de richesses autour des populations littorales. Et l'onde de choc va se faire ressentir aussi à l'intérieur du pays. Merci à vous, M. Abou Bamba, coordonnateur régional ONU Environnement et secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan sur les océans. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, c'est sur cette intervention que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.